Les clopets. Il était un vieux manoir qu'habitaient des jeunes gens excellents. Ils avaient fortune et richesse, ils voulaient s'amuser et ils faisaient du bien. Ils voulaient rendre tout le monde heureux comme ils l'étaient eux-mêmes. Le soir de Noël, un arbre joliment orné se dressait dans la vieille salle des chevaliers où le feu brûlait dans les cheminées et des branches de sapin étaient accrochées autour des vieux tableaux. Là s'assemblaient les châtelains et leurs invités, on chantait et on dansait. Déjà auparavant, dans la soirée, la joie de Noël était à l'office. Là aussi, on avait un grand sapin avec des bougies roses et blanches allumées, des petits drapeaux de Dannebrog, des cygnes découpés et des filets de pêche en papier bariolé remplis de bonbons. Les enfants pauvres de la paroisse étaient invités. Chacun venait avec sa mère, qui regardait guère l'arbre. Elle regardait les tables de Noël, où étaient étalés des objets de toile et de laine, robes et pantalons. C'était là ce que voyaient les mères et les grands enfants. Seuls les tout petits tendaient les mains vers les bougies, les oripeaux et les drapeaux. Toute l'assemblée venait de bonne heure l'après-midi manger la bouillie de Noël et de l'oie rôtie avec des choux rouges. Puis, quand l'arbre de Noël avait été admiré et les cadeaux distribués, chacun avait un petit verre de punch et des beignets aux pommes. Les gens rentraient dans leur pauvre maison. Ils y parlaient de la bonne vie, c'est-à-dire de la bonne chère, et les cadeaux étaient examinés une fois de plus. Or, il y avait Kirsten et Olé du jardin. Mariés ensemble, ils avaient leur maison et leur pain quotidien, encerclant et bêchant le jardin du manoir. À chaque fête de Noël, ils avaient leur bonne part des présents. Il est vrai qu'ils avaient 5 enfants, tous les 5 habillés par les patrons. Ce sont des gens bienfaisants, nos patrons, disait-il, mais ils en ont aussi les moyens, et ça leur fait plaisir. Nous avons reçu de bons vêtements d'usage pour les 4 enfants, dit Olé du jardin. Mais pourquoi n'y a-t-il rien pour les clopets? Ils pensent pourtant aussi à lui d'habitude, bien qu'ils n'aillent pas à la fête. C'était l'aîné des enfants qu'ils appelaient l'éclopé. Son nom était Hans. Étant petit, il était l'enfant le plus gentil et le plus vif, mais soudain, il eut les jambes molles, comme il disait. Il ne pouvait se tenir debout ni marcher, et c'était la 5e année qu'il était couché. Oui, j'ai reçu aussi quelque chose pour lui, dit la mère. Mais ce n'est pas grand-chose, c'est un livre où il pourra lire. Ce n'est pas ce qui va l'engraisser, dit le père. Mais Hans en fut enchanté. C'était un garçon très éveillé qui lisait volontiers, mais employait son temps aussi à travailler dans la mesure où il pouvait se rendre utile, lui qui devait rester toujours couché. Il était adroit de ses mains, s'en servait pour tricoter des bas de laine, même des couvertures de lit. La dame du manoir en avait fait compliment et les avait achetés. C'était un livre de contes que Hans avait eu. Il y avait là beau à lire et matière à bien des réflexions. Ça ne sert à rien du tout dans la maison, disaient les parents. Mais laissons-le lire, ça l'occupe. Il ne peut pas toujours tricoter des chaussettes. Le printemps arriva, les fleurs et les feuilles commencèrent à pousser. Les mauvaises herbes aussi. C'est bien le nom qu'il faut donner aux orties, quoique le psaume en parle si gentiment. Si tous les rois se présentaient dans leur force et splendeur, ils ne sauraient faire pousser une feuille d'ortie. Il y avait beaucoup à faire dans le jardin du manoir, non seulement pour le jardinier et ses aides, mais aussi pour Kirsten et Olé du jardin. « C'est un vrai turbin, disait-il, et nous n'avons pas plutôt ratissé les allées pour les faire tout à fait propres qu'on les piétine de nouveau. Il y a au manoir un va-et-vient d'étrangers, ce que ça doit coûter, mais les patrons sont riches. » Drôle de partage, disait Olé. Nous sommes tous enfants de notre Seigneur, à ce que dit le prêtre. Alors pourquoi tant de différence? Ça vient du péché originel, disait Kirsten. Il parlait de cela encore le soir, quand l'éclopé Hans était couché avec le livre de contes. Leurs conditions difficiles, la peine et le labeur avaient durci les mains des parents et durci également leurs idées et leurs jugements.
Il ne pouvait les maîtriser, les éclaircir, et à force de parler, il devenait plus hargneux et irrité. Certaines gens ont l'aisance et le bonheur, d'autres rien que la misère. Pourquoi faut-il que la désobéissance et la curiosité de nos premiers parents retombent sur nous? Nous ne nous serions pas conduits comme ces deux-là. Si, nous l'aurions fait, dit soudain l'éclopé, c'est ici dans ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Demandèrent les parents. Et Hans leur lut le vieux conte sur le bûcheron et sa femme. Eux aussi se disputaient au sujet de la curiosité d'Adam et d'Ève, qui était cause de leur malheur. Et le roi vint à passer. « Venez chez moi, dit-il, vous serez aussi bien traités que moi. 7 plats et une pièce d'ornement. Celle-ci est une terrine fermée, vous ne devrez pas y toucher, car alors c'en est fini de la vie seigneuriale. » « Que peut-il y avoir dans la terrine ?» dit la femme. « Ça ne nous regarde pas, dit le mari. « Je ne suis pas curieuse, dit la femme. Je voudrais seulement savoir pourquoi nous ne devons pas lever le couvercle. Ce doit être quelque chose d'exquis. » « Pourvu qu'il n'y ait pas quelque mécanique, dit le mari, un coup de pistolet par exemple, qui parte et réveille toute la maison. »« Aïe aïe, dit la femme, et elle ne toucha pas à la terrine. Mais la nuit, elle rêva que le couvercle se soulevait de lui-même, un arôme se répandit du punch le plus délicieux que l'on sert aux mariages et aux enterrements. Une grande médaille d'argent portait cette inscription. « Si vous buvez de ce punch, vous deviendrez les 2 personnes les plus riches du monde, et tous les autres seront des gueux. » Et la femme se réveilla aussitôt et raconta ce rêve à son mari. « Tu penses trop à ça, dit-il. »« Nous pouvons bien le soulever tout doucement, dit la femme. »« Tout doucement, dit le mari. » Et la femme souleva le couvercle très légèrement. Alors sautèrent de la marmite 2 agiles petites souris qui disparurent dans un trou. « Bonne nuit, dit le roi. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous et reprendre votre propre vie. Ne gourmandez plus Adam et Ève, vous-même avez été aussi curieux et ingrats. »« D'où vient cette histoire, dit Olé du jardin, on dirait qu'elle nous concerne. » Il y a là de quoi faire beaucoup réfléchir. Le lendemain, ils retournèrent au travail, furent grillés par le soleil et trempés jusqu'aux os par une averse. Ils étaient pleins d'idées maussades qu'ils ruminaient. Il faisait encore clair chez eux le soir lorsqu'ils eurent mangé leur bouillie. « Relis-nous l'histoire du bûcheron, dit Olé du jardin. Il y en a tant de jolies dans le livre, dit Hans, tant que vous ne connaissez pas. Oui, les autres ça m'est égal, dit Olé. Je veux entendre celles que je connais. Et lui et sa femme l'entendirent de nouveau. Souvent, le soir, il revenait sur cette histoire. « Je ne peux tout de même pas bien me rendre compte de tout ça, dit Olé du jardin. Il en est des gens comme du lait non écrémé qui tourne. Les uns deviennent du bon lait caillé, d'autres du petit lait à queue. Certains ont de la chance en tout, tiennent le haut du pavé toute leur vie et ne connaissent ni soucis ni privations. » Hans l'éclopé entendit cela. Il avait de pauvres jambes mais une bonne tête. Il lut à ses parents une histoire du livre de contes, celle de l'homme sans soucis ni privations. Où pouvait-on trouver cet homme? Car il fallait le trouver. Le roi était au lit, malade, et ne pouvait être guéri qu'en mettant la chemise portée et usée par un homme qui pourrait vraiment dire n'avoir jamais connu soucis ni privations. Des messagers furent envoyés dans toutes les parties du monde, dans tous les châteaux et manoirs, à tous les gens riches et satisfaits, mais quand on les pressait bien de questions, tous avaient tout de même éprouvé soucis et privations. « Pas moi, dit le porcher qui riait et chantait, assis au bord de la route. Je suis l'homme le plus heureux. »« Donne-nous donc ta chemise, dirent les envoyés. Tu auras en paiement la moitié d'un royaume. » Mais il n'avait pas de chemise, lui qui se disait l'homme le plus heureux. « C'était un beau monsieur, s'écria Olé du jardin, et lui et sa femme rirent comme ils n'avaient pas ri depuis des années. L'instituteur passait à ce moment. « Comme vous êtes gai, dit-il, quelques événements s'est produit dans la maison. Avez-vous gagné à la loterie ?»« Non, ce n'est pas ça, dit Olé du jardin. C'est Hans qui nous a lu dans le livre de contes l'histoire de l'homme sans soucis ni privation. Et ce gaillard n'avait pas de chemise.
Ça vous met la larme à l'œil d'entendre ça. Et c'est dans un livre imprimé. Chacun a sa charge à porter. On n'est pas le seul. C'est toujours une consolation. D'où tenez-vous ce livre demanda l'instituteur. Notre Hans l'a eu à Noël il y a plus d'1 an. Les patrons le lui ont donné. Vous savez qu'il aime lire et qu'il est éclopé. Nous aurions alors préféré comme cadeau 2 chemises en toile d'étoupe. Mais le livre est singulier. Il sait comment répondre aux pensées qu'on a. L'instituteur prit le livre et l'ouvrit. Reprenons la même histoire, dit Olé du Jardin. Je ne la possède pas encore bien. Et puis il faut qu'il lise l'autre aussi, sur le bûcheron. Ces 2 histoires suffisaient et suffirent à Olé. Elles étaient comme 2 rayons de soleil dans la pauvre maison, dans la pensée amère qui rendait le ménage grincheux et renfrogné. Hans avait lu le livre entier, l'avait lu bien des fois. Les contes le transportaient dehors, dans le monde où il ne pouvait se tenir sur ses jambes. L'instituteur s'assit près de son lit, ils causèrent et ce leur fut un plaisir pour tous les 2. Depuis ce jour, l'instituteur vint assez souvent trouver Hans quand les parents étaient au travail. Chaque fois qu'il venait, c'était comme une fête pour le garçon. Comme il écoutait ce que le vieil homme disait des dimensions de la Terre et de nombreux pays, ajoutant que le Soleil était pourtant presque 1 demi-million de fois plus grand que la Terre et si éloigné qu'un obus, avec sa vitesse, mettrait 25 ans à voler du Soleil à la Terre, tandis que les rayons du Soleil atteignaient la Terre en 8 minutes. Tout bon écolier est au courant de tout cela, mais pour Hans, c'était nouveau, et encore plus merveilleux que tout ce qu'il y avait dans le livre de contes. L'instituteur était invité 2 fois par an à la table des châtelains, et il y raconta un jour quelle importance avait prise le livre de contes dans la pauvre maison, où 2 de ses histoires avaient été toniques et bienfaisantes. Le petit garçon, maladif et intelligent, avait amené réflexion et joie dans la maison par sa lecture. Lorsque l'instituteur quitta le manoir, la dame lui mit dans la main 2 beaux dollars d'argent pour le petit Hans. « Il faut les donner à père et mère, dit le garçon, lorsque l'instituteur lui apporta l'argent. Olé du Jardin et Kirsten du Jardin dirent « Avec Hans l'éclopé, on a tout de même aussi récompense et bénédiction. » 2 jours après, les parents étaient au travail dans le jardin du manoir quand la voiture des châtelains s'arrêta à la porte. C'était l'excellente dame qui arrivait, enchantée de ce que son cadeau de Noël eût été si réconfortant et agréable pour le garçon et les parents. Elle apportait pour Hans du pain blanc, des fruits et une bouteille de sirop. Mais ce qui lui fit encore plus de plaisir, elle lui apportait dans une cage dorée un petit oiseau noir qui savait siffler très gentiment. La cage fut posée sur le vieux bahut, à quelque distance du lit du garçon, qui pouvait voir l'oiseau et l'entendre, même dehors sur la route, les gens l'entendaient chanter. Olé du Jardin et Kirsten du Jardin ne rentrèrent qu'après le départ de la dame. Ils sentirent combien Hans était content et trouvèrent pourtant que ce cadeau n'était qu'un embarras. « Les gens riches n'en pensent pas long, dirent-ils. Allons-nous avoir encore à soigner l'oiseau ? L'éclopé ne peut pas le faire. Le chat finira par rattraper cette bête. » 8 jours passèrent et 8 jours encore. Le chat, pendant tout ce temps, avait été souvent dans la chambre sans effrayer l'oiseau, loin de lui faire du mal. Un grand événement se produisit alors. C'était l'après-midi. Les parents et les autres enfants étaient au travail. Hans était tout seul. Il tenait dans sa main le livre de contes et lisait l'histoire de la femme du pêcheur qui avait vu tous ses désirs réalisés. Elle voulut être roi, elle le fut. Elle voulut être empereur, elle le fut. Mais elle voulut être le bon Dieu. Alors elle fut de nouveau dans le fossé bourbeux, d'où elle était venue. Cette histoire n'avait aucun rapport ni avec l'oiseau, ni avec le chat, mais c'était celle que le garçon était en train de lire quand l'événement se produisit. Il se l'est toujours rappelé depuis. La cage était sur le bahut. Le chat par terre regardait fixement l'oiseau avec ses yeux vert jaune. Le visage du chat semblait dire à l'oiseau « Tu es délicieux, je voudrais te manger. »
Hans comprenait cela, il le lisait clairement dans le visage du chat. « Va-t'en, chat !» cria-t-il. « Veux-tu sortir de la chambre ?» On aurait dit que le chat se ramassait pour bondir. Hans ne pouvait l'atteindre. Il n'avait rien d'autre à lui jeter que son plus cher trésor, le livre de contes. Il le jeta, mais la reliure était défaite. Elle vola d'un côté, le livre lui-même, avec toutes ses feuilles, vola de l'autre. Le chat recula un peu dans la pièce, à pas lents, et regarda Hans comme s'il voulait dire « Ne t'occupe pas de ça, petit Hans, je sais marcher et je sais sauter, tu ne peux ni l'un ni l'autre. » Hans surveillait le chat et était très inquiet. L'oiseau s'inquiétait aussi. Personne n'était là qu'on pût appeler. Le chat paraissait le savoir. Il se préparait de nouveau à bondir. Hans agita en l'air sa couverture. Il pouvait se servir de ses mains, mais le chat ne se souciait pas de la couverture. Et lorsqu'elle eut été jetée aussi vainement après lui, il bondit sur la chaise et sur la tablette de la fenêtre, où il était plus près de l'oiseau. Hans sentait bouillir son sang, mais il n'y pensait pas. Il pensait seulement au chat et à l'oiseau. Le garçon ne pouvait sortir de son lit, il ne pouvait tenir sur ses jambes, encore moins marcher. Il eut le sentiment que son cœur se retournait lorsqu'il vit le chat sauter de la fenêtre sur le bahut et pousser la cage qui culbuta. L'oiseau voltigea au-dedans, épouvanté. Hans poussa un cri, éprouva un choc et, sans y penser, se précipita hors du lit, courut au bahut, fit tomber le chat et tint solidement la cage où l'oiseau était comme éperdu. Il tenait la cage à la main et courut avec jusque sur la route. Alors un flot de larmes jaillit de ses yeux. Il exultait et cria très haut « Je peux marcher, je peux marcher !» Il était redevenu valide. Cela peut arriver, et cela lui était arrivé. L'instituteur habitait tout près. L'enfant courut chez lui sur ses pieds nus, en chemise et veste, et avec l'oiseau dans la cage. « Je peux marcher !» cria-t-il. « Seigneur mon Dieu !» Et il sanglota de joie. Et il y eut de la joie dans la maison d'Olé du jardin et de Kirsten du jardin. « Nous ne pouvions vivre une journée plus heureuse !» dirent-ils tous deux. Hans fut convoqué au manoir. Il n'en avait pas pris le chemin depuis bien des années. Les arbres et les noisetiers qu'il connaissait si bien semblaient lui faire signe et lui dire « Bonjour Hans, sois le bienvenu par ici !» Le soleil brillait sur sa figure et jusqu'en son cœur. Les patrons, ces jeunes châtelains bienfaisants, le firent asseoir près d'eux, et ils avaient l'air aussi contents que s'il eût été de leur propre famille. La dame était cependant la plus contente, elle qui avait donné le livre de contes et le petit oiseau chanteur. Celui-ci était mort, il est vrai, mort de peur. Mais il avait été comme le moyen de la guérison, et le livre avait été une révélation pour Hans et pour ses parents. Il l'avait encore, il voulait le conserver et le lire, si vieux qu'il pût devenir. Désormais, il pourrait aussi être utile à sa famille. Il apprendrait un métier, celui de relieur de préférence, car, disait-il, il pourrait ainsi lire tous les livres nouveaux. L'après-midi, la dame fit venir les parents chez elle. Son mari et elle avaient parlé ensemble de Hans, qui était un brave et intelligent garçon. Il avait le goût de l'instruction et l'esprit ouvert. Notre Seigneur favorise toujours une bonne cause. Ce soir-là, les parents furent enchantés à leur retour du manoir, surtout Kirsten. Mais une semaine plus tard, elle pleura, car le petit Hans partit. On lui avait donné de bons vêtements. C'était un bon garçon, mais il allait traverser l'eau salée, aller bien loin, entrer dans une école, apprendre le latin, et bien des années devraient se passer avant qu'il revînt. Il n'emporta pas le livre de contes. Les parents voulaient le conserver comme souvenir. Et le père y lisait souvent, mais jamais que les 2 histoires, car celles-là, il les connaissait. Et ils reçurent des lettres de Hans, plus contentes les unes que les autres. Il était chez de braves gens, bien traités, et le plus agréable de tout était d'aller à l'école. Il y avait tant à apprendre et à savoir.
Il ne souhaitait que d'y rester 100 ans et d'être un jour instituteur. Si nous pouvions voir ça, disaient les parents, et ils se serraient les mains comme lorsqu'ils communiaient. Quelle aventure que celle de Hans, dit Ole. Notre Seigneur pense aussi aux enfants des pauvres. Cela devrait paraître précisément avec l'éclopée. N'est-ce pas comme si Hans avait pu le lire dans le livre de contes ?